Salut à toi et bienvenue dans cette 6e vidéo sur le chapitre du commerce international. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment expliquer le commerce international et aujourd'hui on va s'intéresser aux avantages et aux inconvénients du libre-échange. L'essor du commerce international s'est accompagné d'une répartition des activités de production dans le monde entier à travers l'internationalisation des chaînes de valeur, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Les pays sont donc devenus interdépendants. Les théories traditionnelles du commerce international expliquent l'intensification du commerce par l'existence de gains à l'échange. Mais le libre-échange est aujourd'hui remis en cause et certains pays aspirent à un retour au protectionnisme. Donc dans cette vidéo, on va débattre en se demandant quelle politique est préférable, le libre-échange ou le protectionnisme. Pour répondre à cette question, on va analyser les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. Et on va commencer par se demander si le libre-échange est toujours avantageux. Pour analyser si le libre-échange est une politique avantageuse, on va d'abord se concentrer sur ses effets positifs. Pour rappel, le libre-échange peut être défini comme une politique commerciale visant à supprimer tout obstacle à la circulation de biens et de services ainsi que des capitaux et des personnes entre les pays. On va voir que le libre-échange a deux avantages principaux. Il permet d'une part des gains moyens en termes de baisse des prix et il permet d'autre part de réduire les inégalités entre les pays. Alors commençons par le premier avantage, comme quoi le libre-échange permet des gains moyens en termes de baisse des prix. Sache que cette baisse des prix profite d'un côté aux producteurs mais aussi aux consommateurs. Donc déjà, pour les producteurs, en éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires, on facilite l'échange de biens et de services à travers les frontières. Ce processus est très important car il permet de réduire les coûts pour les producteurs, favorisant une meilleure compétitivité prix. Mais alors, de quelle façon? Deux mécanismes vont entrer en jeu. Premièrement, le libre-échange entraîne l'élargissement des marchés, ce qui permet aux entreprises de réaliser des économies d'échelle. En effet, lorsque les entreprises ont accès à un marché mondial, elles peuvent produire en plus grande quantité. Pense à l'exemple des ordinateurs où autrefois ils étaient produits pour quelques centaines de millions de consommateurs et maintenant ils sont destinés à un marché dépassant le milliard. Cette hausse énorme permet de réaliser des économies d'échelle, c'est-à-dire que le coût de production par unité va diminuer, permettant aux entreprises de réduire leurs prix tout en conservant, voire en augmentant leurs bénéfices. Et puis deuxièmement, le libre-échange permet d'intensifier la concurrence. En effet, il ouvre les portes aux nouveaux venus sur le marché, ce qui crée de la concurrence. Face à cette pression, les entreprises sont incitées à optimiser leur production, à innover et à réduire leurs coûts. Ça peut passer par la réduction des coûts salariaux sans compromettre la qualité du travail, ou encore l'adoption de technologies ou de pratiques plus efficaces qui vont augmenter leur productivité. C'est ce que l'on peut voir dans ce graphique où les secteurs exposés à la concurrence ont vu leur productivité du travail augmenter par rapport au secteur abrité. Cette dynamique concurrentielle encourage également les entreprises à rechercher des composants et des biens d'équipement à moindre coût à l'étranger, voire même à délocaliser certaines parties de leur production pour bénéficier des avantages comparatifs offerts par d'autres pays. Une entreprise peut décider, par exemple, d'installer une unité de production dans un pays où les coûts de main-d'œuvre sont plus bas. Le libre-échange est donc une politique très avantageuse pour les producteurs. Il leur ouvre la porte à un marché plus large, leur permet des économies d'échelle et intensifie la concurrence, ce qui va permettre de stimuler l'innovation et la réduction des coûts. C'est un cercle vertueux où la baisse des coûts va permettre une baisse des prix et donc une amélioration de la compétitivité prix. Mais les producteurs ne sont pas les seuls à bénéficier d'avantages. En effet, le libre-échange profite également aux consommateurs. Le libre-échange a des répercussions directes et bénéfiques sur les prix des biens et des services, améliorant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs. La grande question ici, c'est de quelle façon? Il y a deux mécanismes que tu dois connaître. Le premier, c'est que le libre-échange a intensifié la concurrence entre entreprises au profit des consommateurs. En effet, avec l'ouverture des économies au commerce international, les entreprises se retrouvent en compétition non seulement avec leurs concurrents locaux, mais aussi avec des acteurs étrangers. Cette situation les pousse à chercher des moyens d'améliorer leur compétitivité prix, notamment en réduisant leurs coûts de production. C'est ce qu'on a parlé juste avant. Et l'une des stratégies pour y parvenir est la fragmentation des chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire la délocalisation de certaines étapes de production là où les coûts sont les plus avantageux. Cette baisse des prix à la consommation s'observe dans une multitude de secteurs: alimentaire, biens d'équipement, matériel informatique ou encore automobile. Les consommateurs bénéficient donc de prix plus bas pour une large gamme de produits, ce qui augmente
leur pouvoir d'achat puisqu'il est possible d'acheter plus avec le même budget. Et ensuite, le deuxième mécanisme à connaître et qui a profité aux consommateurs, c'est que le libre-échange a permis l'importation de biens de consommation moins chers provenant des pays émergents. Cette idée repose sur le concept d'avantage comparatif où certains pays ont des coûts de production plus faibles dans la production de certains biens en raison par exemple d'un coût de main-d'œuvre moins élevé. En important des vêtements, des ordinateurs, des jouets et bien d'autres produits fabriqués dans ces pays, les pays occidentaux ont pu offrir à leurs consommateurs des prix nettement inférieurs à ceux des produits équivalents fabriqués localement. Par exemple, de 1994 à 2014, l'augmentation des importations en provenance de pays à bas salaire, comme la Chine ou certains pays d'Europe de l'Est, a joué un rôle significatif dans la consommation des ménages français, avec des biens souvent 40% moins chers que leurs équivalents locaux. Cette substitution a eu un impact positif considérable sur les prix, en particulier dans le secteur de l'habillement, des chaussures, de l'ameublement et de l'équipement ménager. Cela a permis non seulement de réduire les prix de vente, mais aussi d'augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs. Avec plus d'argent à disposition, les consommateurs peuvent se permettre de dépenser davantage dans d'autres domaines tels que les loisirs et la culture, favorisant ainsi la consommation, la croissance et l'emploi. Le libre-échange est donc une véritable aubaine pour les consommateurs. D'une part, l'intensification de la concurrence pousse les entreprises à devenir plus compétitives, ce qui se traduit par des baisses de prix bénéfiques pour leur pouvoir d'achat. Et d'autre part, l'importation de biens moins chers de pays émergents enrichit davantage ce pouvoir d'achat, permettant aux consommateurs d'élargir leur consommation. Mais ce n'est pas le seul avantage du libre-échange. En plus de permettre des gains moyens en termes de baisse des prix pour les producteurs et les consommateurs, il permet également de réduire les inégalités entre les pays. Le libre-échange s'inscrit dans un processus de convergence économique, c'est-à-dire la réduction des inégalités économiques entre les pays développés et émergents. Ce processus de convergence résulte de la dynamique des spécialisations international. Le commerce international réduit donc les inégalités entre les pays et ça se voit. Si on utilise l'évolution du PIB par habitant à travers le monde comme base de comparaison, on observe une réduction significative des écarts de revenus entre les pays. Par exemple, le PIB par habitant en France était supérieur de 106% à la moyenne mondiale en 2018, alors qu'en 1985, cet écart était de 131%. De manière encore plus frappante, le PIB par habitant chinois, qui était inférieur de 86% à la moyenne mondiale en 1985, se situe presque au niveau mondial en 2018, ne marquant plus qu'une différence de 1%. Cette tendance au resserrement des écarts économiques entre pays souligne l'effet positif du libre-échange sur les réductions des inégalités internationales. Mais alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qui explique que le libre-échange diminue les inégalités entre les pays, et notamment entre les pays développés et en développement? Eh bien, il y a deux arguments qui expliquent ce phénomène. Tout d'abord, il y a une réduction des inégalités salariales entre pays. Les pays en développement, en se spécialisant dans les secteurs où ils possèdent un avantage comparatif, notamment ceux nécessitant une main-d'œuvre non qualifiée et bon marché, voient leur demande de travail augmenter, ce qui fait augmenter les salaires. Cela va favoriser une hausse des revenus et contribuer à la réduction des inégalités de revenus à l'échelle internationale. Inversement, dans les pays développés, la spécialisation dans des secteurs nécessitant un capital et un travail qualifié peut conduire à une baisse de la demande pour les emplois peu qualifiés, et donc à une baisse des salaires, contribuant ainsi à une certaine forme de convergence des niveaux de vie entre les pays. En gros, les niveaux de vie vont commencer à s'égaliser entre les pays. Un Chinois moyen tend à avoir le même niveau de vie qu'un Français moyen, si tu veux. Ensuite, les pays émergents commencent à rattraper les pays industrialisés en termes de croissance économique et de développement. En effet, l'ouverture des marchés occidentaux a été une source majeure de croissance pour les pays en développement. Ces pays ont pu exporter massivement vers les pays développés, stimulant ainsi leur économie et créant des emplois. Les revenus générés ont permis de financer des politiques favorables au développement, comme l'éducation ou la santé, ce qui a contribué à l'amélioration du capital humain et à la réduction de la pauvreté. De plus, les pays émergents, grâce aux idéaux réalisés par les firmes multinationales et à la spécialisation productive, ont pu améliorer leur capacité à produire des biens à plus forte valeur ajoutée. Cette évolution a été soutenue par des transferts de technologie et une amélioration du niveau de formation de la main-d'œuvre. Conséquence, la Chine, la Corée du Sud et l'Inde ont pu progressivement créer des produits à plus forte valeur ajoutée, imiter ceux réalisés par les pays développés et construire des nouveaux avantages comparatifs liés à leur dotation technologique. Les revenus ont donc augmenté et alimenté le processus de croissance à partir des dotations factorielles qui sont devenues maintenant des dotations
technologiques. Donc si on doit synthétiser ce qu'on a dit, le libre-échange a deux gros effets positifs. Il permet tout d'abord des gains moyens en termes de baisse des prix pour les producteurs et les consommateurs, et il permet ensuite de réduire les inégalités entre les pays, grâce à la convergence des salaires des personnes les moins qualifiées, par la diffusion des technologies qui favorisent le rattrapage économique des pays en développement, et grâce à l'implantation de firmes multinationales dans ces pays, qui a conduit à une hausse de la production, de l'investissement et des revenus. Mais voilà, les effets du libre-échange ne sont pas que positifs. La mondialisation est souvent accusée d'accroître les inégalités. Et c'est ce qu'on va voir maintenant en abordant les effets négatifs du libre-échange. L'ouverture aux échanges internationaux produit depuis les années 1980 un accroissement des inégalités internes dans les pays, générant ce qu'on peut appeler des gagnants et des perdants de la mondialisation. On le voit notamment à travers des inégalités de revenus et une hausse du chômage pour une partie des salariés. On va commencer donc par le premier effet négatif du libre-échange, la hausse des inégalités de revenus au sein des pays. Alors pour rappel, on parle d'inégalité quand il y a une répartition non uniforme des ressources socialement valorisées dans une société, que ce soit des ressources monétaires, culturelles ou sociales. Dans notre cas, ce sont des inégalités de revenus. Eh bien, le libre-échange a tendance à accroître ce type d'inégalité et il y a trois explications principales à cela. Déjà, la première explication, c'est qu'il tend à accroître les inégalités de revenus entre les travailleurs des secteurs abrités et les travailleurs des secteurs exposés à la concurrence internationale. En effet, les travailleurs des secteurs exposés tels que la manufacture, l'agriculture, etc. sont en première ligne face à la concurrence internationale. Dans un monde où les frontières économiques s'effacent, ces emplois sont directement comparés à ceux d'autres régions du globe, souvent là où le coût du travail est moins cher. Cette comparaison a pour conséquence une pression à la baisse des salaires pour les travailleurs de ces secteurs dans les pays développés. La délocalisation et la concurrence sont donc des menaces réelles pour ces secteurs. Par contre, les salariés abrités, ceux dont l'activité se concentre principalement sur le marché intérieur, ne sont pas soumis à ces menaces de délocalisation. En effet, ces secteurs, protégés de la concurrence internationale par la nature même de leurs services ou biens, comme la santé, l'éducation ou certains services administratifs, ne subissent pas directement les effets de la concurrence internationale. Ces travailleurs, souvent qualifiés de sédentaires, ne ressentent pas la menace de la délocalisation de leur emploi et par conséquent ne doivent pas faire face à la baisse de leurs revenus de la même manière que les travailleurs des secteurs exposés. Qui plus est, ils bénéficient indirectement du libre-échange car ils ont accès à des biens et des services à des prix plus bas, le résultat de la concurrence internationale, sans subir les contraintes salariales. Ainsi, on voit bien que le libre-échange accroît les inégalités de revenus au sein des pays car il creuse les inégalités entre les travailleurs des secteurs abrités et ceux des secteurs exposés. Ensuite, la deuxième explication, c'est que le libre-échange tend à accroître les inégalités de revenus entre les travailleurs les plus qualifiés et les travailleurs les moins qualifiés au sein des pays. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a parlé de ce phénomène dans les défis de la croissance économique. Eh bien là, ça va être à peu près la même chose. Tout d'abord, les FMN des pays développés, à la recherche constante de compétitivité, ont orienté leur spécialisation vers des activités nécessitant une main-d'œuvre hautement qualifiée, comme les ingénieurs, tout en délocalisant les activités nécessitant une main-d'œuvre moins qualifiée vers des pays où le coût de travail était peu coûteux, principalement en Asie. Cette spécialisation dans les produits à haute valeur ajoutée, qui demandent un capital humain avancé et des technologies de pointe, a naturellement entraîné une augmentation des rémunérations pour les travailleurs qualifiés, surtout dans les pays développés. Dit autrement, la demande pour ces travailleurs qualifiés s'est renforcée, poussant à la hausse leur rémunération du fait de leur rôle central dans la création de la valeur ajoutée, notamment en recherche et développement. À côté de ça, par contre, la mondialisation et la spécialisation basée sur les avantages comparatifs ont conduit à une stagnation, voire à une réduction des salaires de la main-d'œuvre moins qualifiée dans les pays développés. En effet, les secteurs nécessitant un travail peu qualifié se retrouvent en concurrence directe avec les pays en développement, où les coûts de production sont bien plus bas. Cette situation mène à la fermeture d'usines ou à la délocalisation d'activités industrielles, réduisant les opportunités d'emploi pour les travailleurs peu qualifiés dans les pays développés, ce qui exerce in fine une pression à la baisse sur leur salaire. D'ailleurs, ce phénomène se retrouve même dans les pays émergents. En effet, même si on pourrait s'attendre à une réduction des inégalités de revenus, elle persiste toujours. La raison principale est que la main-d'œuvre qualifiée est plus mobile et fait partie d'un marché du travail mondialisé, ce qui augmente leur salaire. De plus, les inégalités s'intensifient aussi parce que les travailleurs
employés par des entreprises intégrées aux chaînes de valeur mondiales reçoivent des salaires supérieurs à ceux des autres secteurs économiques. Ainsi, on voit bien que le libre-échange accroît les inégalités de revenus au sein des pays, car il creuse les inégalités entre les travailleurs les plus qualifiés et les travailleurs les moins qualifiés. Enfin, la troisième et dernière explication, c'est que le libre-échange tend à accroître les inégalités de revenus entre les plus riches et les plus modestes au sein des pays, qu'ils soient développés ou émergents. En effet, dans les pays développés, l'écart se creuse de plus en plus. Le phénomène de mondialisation a modifié la structure des revenus de façon importante. Les dirigeants d'entreprises, surtout ceux à la tête de firmes multinationales, voient leur rémunération s'envoler. Cette hausse s'explique par la grande difficulté de gérer une entreprise d'envergure internationale et par l'efficacité avec laquelle ces dirigeants parviennent à conquérir de nouveaux marchés. Cette hausse importante de leur rémunération reflèterait donc leur talent et leur responsabilité, mais accroît les inégalités de revenus avec le reste de la population. L'écart de revenus est d'autant plus accentué par des réformes fiscales qui, dans de nombreux pays riches, se caractérisent souvent par une diminution de l'imposition sur les revenus du capital et des entreprises. Ces mesures, bien que destinées à maintenir l'attractivité économique du pays, afin d'éviter les délocalisations ou encore l'évasion fiscale, tendent à favoriser davantage les plus aisés, renforçant ainsi les inégalités. Ce graphique illustre bien l'augmentation des inégalités de revenus dans les pays riches. En effet, en 2016, aux États-Unis, les 50% du bas de la répartition perçoivent 13% du revenu national, soit une perte de 8 points par rapport à 1980, alors que les 1% du haut en reçoivent 20%. Presque le double depuis 1980. Ensuite, dans les pays émergents, les gains sont inégalement partagés. Depuis leur ouverture au commerce international, ces pays ont connu une transformation économique spectaculaire. La Chine étant un exemple emblématique. Si cette ouverture a permis une amélioration des salaires des travailleurs peu qualifiés, réduisant ainsi l'écart avec les pays développés, elle n'a pas nécessairement conduit à une réduction des inégalités internes. En effet, l'expérience chinoise montre que malgré une forte croissance économique tirée par les exportations et l'industrialisation, tous les salariés n'ont pas profité équitablement des avantages du libre-échange, ce qui a conduit à une augmentation des tensions sociales et à une pression pour la hausse des salaires, ce qui à son tour a poussé certaines productions vers des pays au coût du travail encore inférieurs, comme le Vietnam ou le Bangladesh. Ce document est parlant car il illustre l'existence d'une corrélation entre l'ouverture au commerce international et l'augmentation des inégalités au sein des pays. Ici, la Chine. Ainsi, on peut remarquer qu'en 2015, en Chine, les 10% des plus riches détenaient 42% du revenu total chinois, alors que les 50% des Chinois les plus modestes détenaient seulement 13% du revenu national. Ainsi, le libre-échange pose le défi de la répartition équitable des richesses qu'il génère, puisqu'il accroît les inégalités de revenus au sein des pays. Mais ce n'est pas son seul inconvénient. Il engendre également une hausse du chômage pour une partie des salariés. Le concept du libre-échange, bien qu'il promette une ouverture économique et une croissance accrue à l'échelle mondiale, amène également des défis pour le marché du travail. Un aspect moins reluisant de cette ouverture commerciale est son impact sur l'emploi et en particulier dans les pays développés où l'intensification de la concurrence peut mener à une hausse du chômage pour certains segments de la population. En effet, lorsque les frontières s'ouvrent au commerce, les entreprises les moins efficaces se retrouvent en première ligne face à une concurrence étrangère plus féroce. Ces entreprises, incapables de rivaliser sur le plan des coûts ou de l'innovation, sont susceptibles de réduire leurs activités, voire de disparaître, laissant derrière elles des travailleurs sans emploi. Cette dynamique est particulièrement visible dans les secteurs qui nécessitent une main-d'œuvre peu ou faiblement qualifiée, traditionnellement plus vulnérables face aux délocalisations vers les pays offrant un coût du travail nettement inférieur. Cette tendance à la délocalisation contribue à un phénomène plus large de désindustrialisation dans les pays développés, entraînant des difficultés importantes en termes de chômage. Un exemple marquant est celui de l'industrie textile dans le Nord-Pas-de-Calais, en France, où l'augmentation des importations de produits textiles à bas coût en provenance de pays asiatiques a entraîné une baisse importante de la production locale et une réduction considérable des effectifs salariés. On a donc une corrélation négative et une relation de causalité en France entre la hausse des importations de produits textiles et la baisse de la production et des effectifs salariés. Entre 1990 et 2018, les importations de produits textiles, la courbe verte, ont plus que doublé, passant de 14 milliards d'euros en 1990 à 37 milliards d'euros en 2018. En revanche, la production de ces produits, la courbe orange, a suivi l'évolution inverse, passant de 37 milliards d'euros en 1990 à 15 milliards d'euros en 2018. Tout comme les effectifs salariés dans ce secteur, la courbe bleue,
qui ont été divisés par plus de 4,2 sur la même période. Ce graphique souligne donc bien la relation directe entre ouverture commerciale et pression sur l'emploi. Donc pour conclure cette partie sur le libre-échange, il faut dire que oui, le libre-échange peut être avantageux car il permet des gains moyens en termes de baisse des prix pour les producteurs et les consommateurs. Il permet également de diminuer les inégalités entre les pays, mais il faut aussi prendre en compte ses effets négatifs. Il entraîne une hausse des inégalités de revenus au sein des pays entre différentes catégories de travailleurs et il entraîne également une hausse du chômage pour une partie des salariés. Le libre-échange exerce donc des effets redistributifs puissants au sein des nations. Il y a des gagnants et des perdants de la mondialisation. Pour éviter les effets négatifs du libre-échange, certains demandent des politiques protectionnistes. En effet, de plus en plus d'économistes et d'hommes politiques demandent davantage de protection économique aux frontières pour éviter les dégâts du libre-échange. On va donc voir dans la prochaine vidéo si le protectionnisme est un moyen efficace pour répondre aux limites du commerce international, donc du libre-échange. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les effets du libre-échange et moi je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va voir les effets du protectionnisme. A tout de suite.